Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du dimanche. Nous recevons Abdoulaye Seydou Sow. Il est le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, maire de Kaffrine et vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Mamoudou. Nous commençons par un sujet majeur, les transports et les accidents routiers. D'abord Kaffrine avec 42 morts et puis dans la région de Louga, du côté de Sakal, 22 morts. Des morts sur nos routes, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? C'est une tragédie, Mamoudou. C'est dur, c'est éprouvant. Je profite de votre émission pour encore une fois m'incliner devant la mémoire de ces disparus dans ces deux accidents tragiques à 6 kg et à Sakal. Et comme vous l'avez dit, c'est une tragédie, mais dans ces moments durs, il faut toujours savoir en tirer les leçons. Comme je l'ai dit il y a quelques jours sur vos ondes, il y a lieu de faire une introspection individuelle d'abord, avant qu'elle ne soit collective. On l'avait promise, hein? Chacun de nous s'était promis de faire une introspection. L'État avait également dit qu'il allait prendre des mesures. Je fais allusion au naufrage terrible du Diola. Absolument. Mais cette introspection, elle n'est pas là. Oui, c'est notre pays, comme le disait le président Diouf, est prompt au ndeysaan. La mémoire n'est pas toujours sauvegardée. Oui. Et je crois qu'il y a lieu, cette fois-ci, d'en tirer toutes les conséquences et de ne pas reculer. Parce qu'il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Et l'État, dans sa posture de régulation, dans sa posture de gardien des libertés, doit sévir, doit prendre les mesures. Et je crois que c'est ça qui a motivé d'abord le conseil interministériel tenu au lendemain de la tragédie de 6 kg, avec les 23 mesures. Oui. Bien entendu, ces 23 mesures suscitent beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions, mais la position est claire, la position de l'État est claire, le chef de l'État l'a réaffirmé. Oui. Et c'est intolérable d'accepter que des problèmes de discipline, la discipline individuelle avant d'une question de discipline générale, certaines questions qui relèvent de petits détails puissent coûter la vie à des centaines de Sénégalais par an. Cela est inacceptable et le président a demandé à ce que ces mesures-là soient appliquées dans toute leur rigueur. Justement, 42 morts à 6 kg dans la région de Kaffrine, une semaine après 22 à Sakal dans la région de Louga, entre-temps 23 mesures. L'impression qui se dégage, c'est que l'État est très fort en discours, mais dans la pratique, c'est comme si l'État avait failli. Non, mais vous savez, sur cette question, c'est un lourd héritage. Parce qu'aujourd'hui, on aurait parlé de faillite si les routes n'étaient pas améliorées, si des routes quand même étroites. Hein. Si on regarde bien du côté de Kaffrine, chez vous déjà, on voit que les routes sont étroites. Même vous prenez la région de Louga, vous voyez également que les routes sont étroites. Les véhicules ont du mal même à se croiser. Mamoudou, ce n'est pas une question d'étroitesse de la rue qui a été à l'origine de l'accident. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs causes. Il faut bien écouter le procureur sur les raisons de cet accident. Et sur cette question, il faut savoir, par exemple, on parle de Kaffrine-Tambacounda. Il y a quelques années, pour faire Kaffrine-Tambacounda, il fallait faire 8 heures de temps. Aujourd'hui, c'est en 1h30, 1h45. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts énormes. Le président Macky Sall, durant 10 ans, a ajouté presque 2500 km de linéaire. C'est quand même un travail formidable qui a été fait. Il a trouvé 34 km d'autoroute. Aujourd'hui, nous sommes à 254 km. Il y a des efforts qui sont faits. Mais un pays ne peut pas se faire en un jour. Il y a eu un retard endémique, cyclique, qui a duré des années et des années. Aujourd'hui, les efforts sont faits pour rattraper ce retard-là. Cela ne peut pas être d'un coup de baguette magique. Il y a des efforts à faire. Mais fondamentalement, c'est d'abord un problème de culture citoyenne qu'il faut inculquer à nos populations. Il faut que chacun, il ne faut pas qu'on se dessert simplement sur l'État en se disant que c'est l'État qui est responsable de tout. Non, je considère qu'il y a des responsabilités individuelles avant que la responsabilité collective soit engagée. Maintenant. Oui, mais il faut que l'État aussi, non seulement soit sans pitié quand il le faut, mais que les services de l'État fassent leur travail. Le Premier ministre lui-même a dit, en tout cas sur Sakal, mais il y a eu un problème de visite technique. Comment ce véhicule a pu passer la visite technique? Vous savez, l'État n'a pas été complaisant. L'État a été dur avec tout le monde. Ça en a tout l'air. Hein, oui, l'État a été dur avec tout le monde. C'est l'analyse, le diagnostic, il est là.
Logistique, il y a des défaillances à plusieurs niveaux. Il y a les chauffeurs, il y a les véhicules, il y a les responsables délégataires des pouvoirs de l'État dans certains services qui ont failli, forcément. Et l'État ne fuit pas devant ses responsabilités. L'État dit, oui, il faut prendre ces mesures à tous les niveaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand je vois les transporteurs crier, quand je dis que certains agents de l'État... d'entre eux sont en grève. Oui, certains agents de l'État aussi ont dû crier parce que ces sanctions-là, c'est des mesures d'ordre général. Et qu'il faut appliquer, parce que si on ne les applique pas, on ne les appliquera jamais. On va encore prendre des morts dans quelques années ou bien dans quelques jours. Vous avez vu? Donc, il faut des solutions structurelles à un problème structurel. On est bien d'accord, il faut les appliquer, mais sauf que l'État fait un rétropédalage sur, par exemple, le porte-bagages. Non, mais vous savez, là aussi, c'est une question de réalisme. Il y a des mesures sur lesquelles il faut discuter pour voir. Et quand la mesure a été prise, moi j'ai participé au conseil interministériel, beaucoup de syndicalistes qui ont après changé de veste étaient dans la réunion, ont donné leur accord. Ah oui? Ah oui, absolument, moi j'ai participé à la réunion. Comment vous l'expliquez? Mais il y a la pression de la base, parfois certains ne résistent pas à la pression de leur base. Mais au-delà des bases... Mais l'État recule. Non, ne recule pas. Alors que l'État avait leur accord. Mais l'État a donné un délai. Oui. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer tout cela. L'État a donné un délai. L'État a réaménagé la mesure. Là aussi, un délai d'un an pour changer. Pendant ce temps, chaque année, on enregistre 600 à 700 morts. Oui, mais les morts aussi, Mamoudou, ce n'est pas que les porte-bagages. Je dis, il faut donner le temps à ces transporteurs de pouvoir se réadapter. Mais en même temps, qu'il y ait un contrôle strict. Ce qui se passe sur nos routes est inacceptable. Vous voyez un camion qui transporte plus de la hauteur même du camion. C'est inacceptable. Oui, pourquoi on se contente de constater? Oui, mais c'est pourquoi d'ailleurs je dis, cette fois-ci, il faut que les mesures soient appliquées, quelle que soit la pression. Quelle que soit la pression, il faut appliquer ces mesures. Comme l'interdiction de circuler de 23h à 5h du matin, l'État n'entend pas revenir sur cette mesure. Sur aucune mesure, l'État n'entend pas reculer. Sur aucune mesure. Même s'il y a grève. Même s'il y a grève. Parce risque de paralysie. Non, il faut faire avec. Aujourd'hui, mais là, ce que nous constatons, c'est que l'opinion n'est pas d'accord avec cette grève. D'abord, il y a beaucoup de transporteurs qui ont refusé de respecter le mot d'ordre. C'est aussi une avancée. Parce qu'il y a quelques années, cette grève était générale, appliquée par tout le monde. Aujourd'hui, l'opinion n'accepte pas ces grèves-là. Parce que l'opinion vient d'un drame. Et ce drame-là a besoin de mesures qui puissent être coercitives, de mesures fortes. Et c'est pourquoi, moi, en tout cas, je milite pour l'application stricte de ces mesures-là, quel que soit le prix à payer. Parce qu'une seule vie ne mérite pas ce qui se passe. Alors, vous êtes de Kaffrine, 6 kilos dans votre département. Sakal, c'est vrai, mais surtout Kaffrine. Comment cette situation avec de nombreux morts, 42, mais aussi des blessés qui se chiffrent à plusieurs dizaines, comment cela est vécu aujourd'hui? Comment pensez-vous vos blessures? Oui, Mamoudou, c'est extrêmement dur. D'abord l'heure, tard dans la nuit, 2h du matin, 3h du matin. Un choc aussi brutal dans une petite ville comme Kaffrine, à côté d'un petit village comme 6 kilos, qui se réveille douloureusement dans une situation catastrophique. Des images qui font souffrir. D'ailleurs, ceux qui commentent les décisions du gouvernement, ce sont ceux-là qui n'ont pas été auprès de ces images douloureuses, macabres, auxquelles nous avons assisté. Il suffit de les voir pour comprendre qu'il n'y a pas de petites mesures sur cette question. Et je crois que Kaffrine a vécu cela dans sa chair. Les populations de 6 kilos ont vécu cela dans leur chair. Ça a été difficile, mais nous sommes dans un pays musulman où nous avons la foi en Dieu, où nous acceptons ce que le croyants de manière générale, pas seulement musulmans, ce que le divin nous impose, chrétiens et tout. Oui, ce que le divin nous impose, nous l'acceptons avec la plus grande foi. Mais en se disant, plus jamais ça. Mais on peut aussi se dire, et heureusement, que Kaffrine offrait un cadre propice pour pouvoir recevoir tous ces blessés, 99 blessés. Heureusement que le président de la République a construit l'hôpital de niveau 2, l'hôpital qui a pu accueillir presque l'ensemble des blessés, ce qui a peut-être atténué la douleur. Sinon, on aurait encore compté davantage de morts, ce serait encore plus catastrophique. Mais aussi rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. J'ai été témoin de leur engagement, mais aussi de leur détermination, mais aussi de leur proximité par rapport à leur travail. Je peux parler des sapeurs-pompiers, je peux parler des gendarmes, je peux parler des policiers, mais je veux aussi parler de l'administration territoriale qui a été debout à côté de 2h du matin jusqu'à 18h, 19h pour pouvoir faire le travail convenablement. Mais aussi les populations de 6 kilos et de Kaffrine qui ont spontanément apporté leur soutien. Je n'ai jamais vu un élan de solidarité des jeunes. Plus de 400 jeunes se sont présentés devant l'hôpital pour donner de leur sang.
Ça, c'est un acte aussi à saluer. Ce sont des actes comme ça qu'on tire d'un drame et qui vous mettent un bémol par rapport à la souffrance que nous avons vécue. Des forces de défense et de sécurité qui doivent aussi rester dans leur posture régalienne. On sait aussi que parfois, ce qu'on appelle le bakshish, c'est une pratique courante. Est-ce que tout ça, l'État vraiment entend de manière courageuse le mettre sur la table? Parce qu'il y a toujours dans un accident plusieurs causes et parmi les causes, il y a absolument. cette corruption. Mais les forces de défense et de sécurité, quel que soit l'hommage qu'on leur rend, ils sont soumis aussi aux lois et règlements de ce pays. Le code de la route, il est très bon, mais vous trouvez toujours des délinquants. La formation de nos cadres au niveau des forces de défense et de sécurité ne souffre d'aucun doute. Mais dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Ces brebis galeuses, il ne faut pas en faire les modèles. C'est simplement cela. Et surtout, il ne faut pas que ça devienne la règle. Absolument, il ne faut pas en faire des modèles. Mais maintenant, je me dis, c'est une question de société. On a tort simplement de s'attaquer. Dans votre corps des journalistes, certains en parlent. Dans notre corps des enseignants, des administrateurs civils, certains en parlent. Vous diront que les préfets font ceci, font ceci, font ceci. C'est dans tous les corps. Il nous faut nous battre. Il nous faut nous battre pour que notre société soit à la hauteur de ce qu'elle ambitionne d'être. C'est une société de vertu. Vous n'êtes pas le ministre des Transports, je le sais. Je rappelle que vous êtes Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et donc de l'hygiène publique. C'était une question quand même préoccupante, le transport, notamment ces accidents routiers. Alors, parlons de questions politiques. Commençons par la question diplomatique peut-être. Le président Macky Sall qui a reçu en audience Madame Marine Le Pen à Dakar. Comment vous l'expliquez, vous, en tant que ministre? Je n'ai pas encore l'information, je ne sais pas encore est-ce que cette audience a eu lieu, mais elle aurait eu lieu... Elle est confirmée par Mme Le Pen. Oui, si c'est le cas, moi je ne trouve aucune gravité. Parce que c'est vrai, tout le monde sait que le président Macky Sall ne partage pas les convictions de Mme Marine Le Pen, c'est très clair. Mais nous sommes aussi dans un monde d'échange, de discussion, de concertation. Ce monde d'échange, de discussion et de concertation n'enlève en rien les convictions des uns et des autres. Si Nelson Mandela n'avait pas accepté de s'asseoir avec les tenants de l'apartheid, peut-être qu'aujourd'hui encore on aurait parlé d'apartheid en Afrique du Sud. Oui, il y a des Sénégalais qui se posent des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi même elle a été reçue par le président de la République? Vous leur répondez quoi? Certains sont dans l'émotion. Je dis que la recevoir, parler avec elle, discuter avec elle ne change en rien nos convictions. Tout le monde sait, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, que le président Macky Sall ne partage pas les convictions de Marine Le Pen. Cela est très clair. Comment elle est considérée officiellement au Sénégal, Madame Le Pen? Oui, mais vous savez, le Sénégal est un pays de droit. Oui. Quelle est la perception officielle de l'État du Sénégal de Madame Marine Le Pen? Je ne suis pas habilité à donner la perception officielle qu'on a d'une personnalité politique d'un pays ami. Mais je peux au moins me permettre de dire que les convictions du président Macky Sall que je connais ne riment en rien avec les convictions de Marine Le Pen exprimées sur la place publique française. Cela est très clair. Mais maintenant, je considère que le président Macky Sall est un chef d'État, mais aussi président de l'Union africaine. Un homme qui compte dans le monde diplomatique et dans les relations internationales. Vous rencontrez souvent des personnes avec lesquelles vous n'avez pas les mêmes convictions. J'ai rappelé tantôt que si Nelson Mandela n'avait pas accepté de faire l'effort de parler aux tenants de l'apartheid, peut-être qu'aujourd'hui l'apartheid serait en cours en Afrique du Sud. C'est cela, le monde est fait de cela. Mais l'essentiel, ce sont les convictions que nous avons et la défense des intérêts des Sénégalais, des Africains et des Noirs de manière générale. Un entretien de Mme Marine Le Pen avec Immédiat que vous avez dû suivre sur nos antennes. Abdoulaye Seydou Sow, parlons du président Macky Sall et ses alliés en direction de la présidentielle de 2024. Débat au sein du Parti socialiste. Tout est parti d'une déclaration de Abdoulaye Wilane, ancien maire de Kaffrine, qui est président du conseil départemental aujourd'hui, à l'émission Grand Jury de la RFM, qui dit le président Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat parce que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il semble être venu, ou il est revenu sur ces déclarations. Comment avez-vous réagi déjà à ces déclarations d'Abdoulaye Wilane que vous connaissez très bien? Vous savez, moi je respecte l'autonomie des partis. Les partis, nous sommes des alliés, mais chaque parti est souverain dans ses options, dans ses orientations. Ce que je sais, et qui est constant, c'est que le Parti socialiste est une force importante dans le Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste n'a jamais failli à cette ligne tracée par le Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste est déterminé et engagé dans ce que le président Macky Sall fait.
cette option-là n'a jamais changé. Oui. Et c'est celle-là qui est confirmée par le secrétaire national du Parti socialiste tenu le jeudi passé. Jusqu'à l'élection présidentielle de 2024, jusqu'à soutenir éventuellement éventuelle candidature du président Macky Sall. Moi, ce qui peut m'engager, c'est mon parti, l'APR. Nous sommes dans une coalition. Chaque parti est souverain dans ses positions publiques. Le Parti socialiste, jusqu'à jeudi, a une position très claire, celle de réaffirmer son ancrage dans le Benno Bokk Yakaar et son soutien indéfectible au président Macky Sall. Oui. Moi, je m'en tiens à cela. En disant que le président Macky Sall ne s'est pas encore prononcé sur cette candidature, cette troisième candidature, et que le débat n'est pas terminé. Ce que je sais, c'est qu'entre le président Macky Sall et le Parti socialiste, c'est des relations très fortes, qui sont nées dans un compagnonnage dans des moments extrêmement difficiles et qui s'est renforcé au fil du temps. Marqué, bien entendu, particulièrement par la relation que le président Macky Sall avait avec le président Ousmane Tanor Dieng, qui se perpétue aujourd'hui à travers la nouvelle direction incarnée par Aminata Mbengue Ndiaye. Moi, voilà ce que j'en sais. Oui, vous avez d'autres alliés comme l'AFP, comme Rewmi et les autres, absolument, le PIT, absolument. etc. Alors, ces relations-là avec ces alliés dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, est-ce que votre souhait aujourd'hui, c'est qu'elles se poursuivent au-delà de 2024? Autrement dit, est-ce que cela doit prendre la forme d'un soutien à une candidature du président Macky Sall que certains de vos responsables souhaitent aujourd'hui? Oui, moi s'il s'agit de ma dont position... vous, je crois. Oui, absolument. Mamadou, tu es dans la provocation. Mais moi, ma position est très claire. Il faut maintenir ce Benno. D'abord, le mérite du président Macky Sall, c'est d'avoir maintenu le Benno durant au moins 10 ans. Aucun chef d'État n'a pu réussir cette prouesse de tenir une même coalition durant autant d'années. Mais le défi nouveau, c'est de pouvoir perpétuer cette alliance au-delà de 2024. L'élargir même à d'autres forces qui tapent à la porte, des forces syndicales, des forces de la société civile et d'autres forces politiques qui tapent à la porte et qui doivent être agrégées autour d'une même grande coalition qui va se poursuivre. Comment on va l'appeler, mais c'est des réflexions, comment on va l'appeler, comment on va discuter, quel contenu qu'il faut donner, comment elle devrait fonctionner. Toutes ces questions doivent être discutées ensemble au sein des partis. Vous êtes favorable à une mutation de Benno Bokk Yakaar? Oui, je considère qu'après 10 ans, quand même, il y a des remises en cause à faire. Il y a une réadaptation à nos réalités socio-culturelles qui évoluent. Il y a une jeunesse qui tape à la porte avec de nouvelles ambitions dans un environnement qui a complètement changé. Cet environnement-là, il faut que le Benno s'ajuste à cet environnement pour pouvoir rester dans cette dynamique de perpétuation de la gestion du pouvoir. Cela est clair. Autour de quel candidat en 2024? Mais moi, c'est clair à mon niveau. Moi, à mon niveau, il n'y a pas encore d'alternative au président Macky Sall. Ça, c'est mon choix. Vous savez, au Sénégal, les gens se disent démocrates, mais c'est des démocrates du bout des lèvres. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la meilleure posture du Benno, le meilleur candidat pour le Benno, c'est incontestablement le président Macky Sall. J'y travaille, à Kaffrine, qui est dans ma base, et avec certains camarades du parti qui y croient fortement, avec aussi des camarades du Benno qui y croient fortement, nous y travaillons, parce que le travail politique, ce n'est pas simplement de la fanfaronnade, c'est un travail de base. Il faut que les Sénégalais adhèrent au projet, et les Sénégalais sont en train de l'exprimer de manière massive. Justement, comment l'expliquer aux Sénégalais que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs? Comment expliquer aux Sénégalais aussi que malgré les déclarations antérieures du président Macky Sall disant qu'il en avait fini s'il obtenait un second mandat en 2019, comment l'expliquer? Mamoudou, vous êtes un brillant littéraire. Oui. Mais vous avez tronqué l'article 27. Non, je n'ai rien tronqué. Non, vous avez lu que le deuxième alinéa, le premier alinéa dit que le mandat dure 5 ans. Cet alinéa-là... La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Voilà, c'est cette phrase-là que vous avez... Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et le mandat, il est de combien de temps? Le mandat dure combien de temps? Oui, je sais que c'est votre argumentaire. C'est 5 ans. Un article. C'est votre argumentaire, mais qu'est-ce que vous faites aussi du nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs? Exactement. Moi, je vous donne ma position. Je dis que ces 2 paragraphes, si on parle de droit, on parle ces 2 alinéas sont liés. Ils sont indivisibles. Quand on vous dit que le mandat dure 5 ans, on vous dit nul n'a le droit de faire 2 mandats consécutifs.
c'est pour éviter la répétition qu'on n'a pas répété 5 ans. Ah oui. C'est pour éviter seulement la À répétition. la place, mais ça, c'est mon interprétation. Constituant. Que je partage. N'oubliez pas que c'est un référendum. Mais Mamoudou, le peuple sénégalais qui l'a adopté. Ça, c'est ma position. Oui. Qui est partagée par plusieurs Sénégalais qui ont voté pour cette constitution. Moi aussi, j'avais voté pour cette constitution. Oui. Maintenant, le jeu est simple. Parce qu'il n'y a pas de Et problème. les déclarations antérieures, elles ne comptent pas. Moi, la déclaration qui compte, c'est ce que la constitution me dit. Le président Macky Sall est un être humain qui a des positions, mais il est aussi dans un parti et il est dans une coalition. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas le président Macky Sall qui a parlé de sa candidature. C'est des militants engagés qui en parlent dans la coalition et dans son parti. Le moment venu, quand il se déterminera, comme tous les autres candidats, ils vont soumettre leur candidature au Conseil constitutionnel. Mamoudou, il n'est interdit à personne, et ça, ce débat-là, les gens le disent et ils le savent très bien, il n'est interdit à personne de déposer une candidature. Même un garçon de 18 ans peut aller au mois de janvier, au mois de décembre, janvier, déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Donc, elle sera rejetée. Mais on sait au Conseil constitutionnel. 18 ans, on ne peut pas être candidat. Il faut avoir au moins 35 ans. C'est au Conseil constitutionnel de voir que ce garçon qui a déposé, qui n'a pas 35 ans, et de rejeter la candidature. Si demain, le Conseil constitutionnel estime que notre interprétation de l'article 27 n'est pas la bonne, mais nous appliquerons au droit. C'est aussi simple que cela. Imaginons qu'en 2024, que le président élu vienne avec une réforme constitutionnelle en disant que la durée du mandat, ce n'est plus 5 ans, c'est 4 ans. Ce même président va dire, sauf que les choses ont changé. Sauf que là, on pourrait exiger qu'on mette une mesure transitoire. Et cette mesure transitoire montrera de manière très claire que la loi est rétroactive. Peut-être le Conseil constitutionnel a estimé que c'était superfétatoire de mettre des mesures conservatoires. De la parole, le président Macky Sall aurait dit. Oui. Sur cette question aussi. On l'a dit, pas aurait dit, ce n'est pas le conditionnel. Mais moi, je me réfère toujours à la Constitution. Oui. Parce que nous, la parole de qui que ce soit n'est pas un acte législatif ou réglementaire. Premièrement. Deuxièmement, si on parle de parole, mais Barthélémy Diaz avait aussi dit que le président Macky Sall avait bien le droit d'être candidat. Ousmane Sonko l'a dit aussi, il l'a même réitéré hier dans sa conférence de presse, avant-hier dans sa conférence de presse, en disant que si lui il est candidat, Macky Sall ne gagnera pas au premier tour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il accepte que Macky Sall est un candidat et a le droit d'être candidat. Donc ne nous fions pas aux paroles, fions-nous au droit et fions-nous à la décision du Conseil constitutionnel. Et dans tous les cas, nous sommes des républicains, donc légalistes, forcément, nous respecterons la loi. Vous attendez-vous à une candidature d'un autre allié qui s'appelle Idrissa Seck? Bon, vous savez, moi, en politique, rien ne me surprend. Mais je connais aussi l'homme Idrissa Seck. Oui. C'est un homme d'une très grande loyauté et d'une très grande constance dans ses principes. Je ne vois pas, jusque-là, aucun signe qui peut montrer que Idrissa Seck peut être en concurrence pour le reste de leur vie avec le président Macky Sall. Ah oui, pour le reste de Je ne crois pas. Il vous l'a dit, Idrissa Seck? Non, parce que je connais leur passé commun. Je connais, ce qui a été à l'origine de leur rupture et comment ils se sont retrouvés. Je sais que c'est deux hommes qui s'estiment. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est en politique. Oui, c'est pourquoi je dis, moi, oui, rien ne me surprend. Mais connaissant l'homme, je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à être dans une compétition pour le reste de leur vie en concurrent. Je ne le crois pas, mais je peux me tromper. Très bien. Abdoulaye Seydou Sow, on poursuit cet entretien. Jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, votre site de référence immédiat.sn et votre quotidien préféré également, Bisbi le jour. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est notre invité ce dimanche. Alors, Ousmane Sonko, dans l'affaire Sweet Beauté, le juge d'instruction, doyen des juges, vient de boucler donc, son travail, renvoi de Ousmane Sonko devant la chambre criminelle pour jugement. Comment appréciez-vous cette décision du doyen du juge Oumar Maham Diallo? Moi, je n'ai pas une appréciation particulière, Mahmoud. Je considère que Ousmane Sonko n'a pas affaire à l'État. Ousmane Sonko n'a pas affaire à Abdoulaye Sow. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ousmane Sonko de complot a affaire d'État, de complot du pouvoir. Il faut qu'il le prouve. Ousmane Sonko a affaire à Adji Sarr. Le juge, vous savez, moi, je n'ai jamais perdu mon temps en lisant les fuites organisées autour de PV, parce que je considère que les pouvoirs sont séparés et que le juge, ici, a son autorité. Durant 2 ans, le juge a fait ses enquêtes. Il a estimé qu'il faut aller en procès devant la chambre criminelle. Ousmane Sonko a toujours dit qu'il est prêt à un procès et que
ce sont ces expressions. La demoiselle a toujours dit qu'elle voulait un procès. Aujourd'hui que le procès s'organise, la seule chose que j'ai à dire en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen de ce pays, c'est que les droits des uns et des autres soient respectés. Et que toutes les garanties d'un procès, toutes les garanties d'un procès juste soient prises pour que nul n'en ignore. C'est la seule chose. Tout le reste est une bataille politicienne. À chaque fois qu'il y a un procès, on essaie de se victimiser, on évoque des choses politiques, on réveille son calendrier politique. Mais il faut qu'on sache que nous sommes dans un état de droit. Et nul n'est au-dessus de la loi. Oui, c'est bien de le dire comme ça. Mais la remarque qui est faite, c'est que quand il s'agit de gens du pouvoir, il n'y a pas la même diligence. Mais combien de gens du pouvoir aujourd'hui croupissent en prison? Sitor Ndour, c'est le même cas. Sitor Ndour croupit en prison. Oui. Sitor Ndour a été dirigeant du COUD, grand responsable à Fatick, ville natale du chef de l'État. Aujourd'hui, il croupit en prison. Oui. En quoi Sitor Ndour serait-il inférieur à Ousmane Sonko? Parce que lui dirige un parti. Non, Mamoudou. Il faut que dans ce pays, que nous soyons sur les principes. Oui, et que nous restions sur les principes. Combien de fois il y a quand même eu des rapports qui concernent les gens du pouvoir et il n'y a pas eu de suite. Mais on aurait pu dire la même chose. On aurait pu dire la même chose. Sitor Ndour est accusé de viol, le juge ne l'a pas laissé en liberté provisoire. On l'a mis directement sur le mandat de dépôt. Ousmane Sonko n'est pas mis en mandat de dépôt. On aurait pu dire la même chose. Mais moi, c'est le juge qui prend ses décisions. Comment il les prend, ce n'est pas mon problème. Parce que je suis dans un pays où la séparation des pouvoirs est garantie. Viol et menaces de mort, ce sont les charges retenues par le juge d'instruction. Oui. Oui. Un procès, comment vous le voyez? Public? J'ai entendu un des avocats réclamer un procès public. En tout cas, ça édifierait à clarifier devant l'opinion. Et il n'y aura pas de... Celui a dit, le procès aujourd'hui de Moussa Dadis Camara, c'est vu en direct dans toutes les télévisions en Guinée. Vous êtes partisan de ça? Je considère que c'est la meilleure preuve de clarté, mais c'est au juge de prendre la décision et je ne veux pas interférer dans le domaine du juge. Gouvernance du pays avec les rapports des cours de contrôle, nous y sommes. Parlons de la Cour des comptes qui a déjà préconisé, recommandé l'ouverture d'informations judiciaires contre des gestionnaires des deniers publics dans le cadre du Fonds Force Covid-19. Le ministre de la Justice, d'après des informations, a saisi le procureur de la République. C'est ça. C'est la suite qui était attendue. Oui. Je dois me satisfaire que nous soyons dans un état de droit soumis à la bonne gouvernance. Ça aussi, il faut se souvenir que la Cour des comptes, ses pouvoirs ont été renforcés sous l'autorité du président Macky Sall. Le recrutement des magistrats qui a été multiplié par 4, 5, c'est presque chaque année un recrutement de 15 magistrats. On a renforcé leur pouvoir, renforcé leur autorité. Même en termes d'infrastructure, vous avez vu la belle bâtisse qui est construite pour la Cour des comptes. Et dans le cas de la Covid, il faut aussi se souvenir que c'est le président Macky Sall qui a décidé que tout le budget qui est soumis à ce fonds sera audité d'abord par une commission qu'il avait mise en place, dirigée par le général François Ndiaye, qui a rendu compte aux francs près de l'utilisation par les différents ministères et par les différentes directions, mais ensuite que ce même fonds soit soumis à l'appréciation, à l'audit de la Cour des comptes. L'État du Sénégal aurait pu choisir n'importe quelle maison d'audit. Ça se fait partout dans le monde. Et personne n'aurait rien à dire. C'est le président Macky Sall qui a choisi lui-même la Cour des comptes et qui a demandé que l'audit soit publié. Donc il faut, sur le principe, se satisfaire de cette posture du gouvernement sénégalais. Des milliards quand même ont été distraits. Oui. La Cour des comptes l'a constaté. Oui, non, c'est vous qui dites distrait. Jusqu'à présent, sur les 1000 milliards, il y a 6 milliards qui sont contestés. Encore que la contestation, par exemple, c'est 2,5 milliards dont on parle au ministère du Développement communautaire, où on parle du prix du riz. Et cela est démontré que la Cour des comptes s'est trompée. C'est aussi des individus. Comment ça? Qui l'a démontré? C'est trompé. Non, on devrait croire à ceux qui ont dit la Cour des comptes s'est trompée. Vous savez,
le prix du riz n'est pas fixé en 2013. Nous sommes en 2022. Mais on n'est pas obligé de croire à ce que disent ces gens qui cherchent à se défendre. On est libre de croire. Jusqu'à preuve du contraire, Exactement. La Cour des comptes qui est respectable, on doit respecter son rapport. Oui, mais autant il faut respecter la Cour des comptes. Et c'est à la justice après de trancher. Oui, autant il faut respecter la Cour des comptes, autant aussi il faut respecter ses ordonnateurs que sont les ministres. Parce que le ministre aussi, c'est une personnalité respectable. Oui, mais sauf que les autorités ne sont pas les mêmes quand même. Ici, c'est la Cour des comptes. Mais je dis, le prix de riz... C'est différent d'un ministre qui cherche à se défendre. Vous êtes un citoyen comme moi, le prix de riz, vous pouvez l'apprécier. Le prix de riz fixé dans cette opération, tout le monde peut le voir. C'est pas et la preuve, je dis d'abord que les Sénégalais doivent féliciter le ministre Mansour Faye dans cette opération. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que les fonds Covid, dans leur utilisation, ont eu une dérogation sur les procédures de marché public. Mais malgré cette dérogation, le ministre Mansour Faye, alors ministre du Développement communautaire, avait décidé de lancer un appel d'offres. Et cet appel d'offres, il y a eu 28 soumissionnaires. Et les 28 soumissionnaires, il a pris le moins 10 ans. Où est le problème? Est-ce qu'il n'est pas plus simple, une fois que la Cour des comptes a fait son rapport aller à la boutique et a demandé l'ouverture d'informations judiciaires, que tous dont la gestion est mise en cause répondent à la justice. Mais oui, ça c'est un autre point. Nous sommes dans la discussion sur le fond. Oui. Je dis sur cette question-là, on doit quand même apprécier que le ministre, malgré la dérogation qu'il avait décidé de faire un appel d'offres. Et cet appel d'offres a entraîné 28 soumissionnaires. Et sur ces 28 soumissionnaires, on a pris le moins 10 ans. Donc la procédure est claire. Personne ne l'a contesté sur cette procédure. Maintenant que le juge des comptes ne soit pas d'accord, ou bien ait des appréhensions, et a demandé l'ouverture de l'enquête judiciaire, le chef de l'État a dit, lors de son adresse à la nation, que toutes les dispositions légales et réglementaires seront respectées. Il y a quand même des questions de principe dans une république, Abdoulaye Seydou Sow. Quand des soupçons d'une telle gravité pèsent sur des gestionnaires des deniers publics, il faut d'abord se mettre à la disposition de la justice et parfois rendre le tablier pour mettre la justice à l'aise. C'est des pratiques qui existent dans le cadre d'une république. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais non, mais Mahmoud, vous pensez que le juge est né à l'aise que lorsqu'on démissionne? Non, je parle mais il y a rien. Dans la pratique de la république, ici comme ailleurs, généralement c'est comme ça que ça se passe. Encore que Mahmoud, s'il y a des éléments qui pèsent, des éléments lourds, on peut, dans une discussion comme ça, dire oui, pour mettre la justice à l'aise, pour mettre tout le monde à l'aise, je démissionne. Mais il faudrait d'abord apprécier ce qui vous est reproché. Je vous ai dit le cas d'espèce. Si c'est cela, ce serait très facile. C'est-à-dire que n'importe qui peut demain susciter votre démission à travers une accusation fallacieuse. Non, ce n'est pas aussi facile que ça. Non. Ici, je parle quand même de rapport de la Cour des comptes. Mais je vous ai dit, je ne parle pas de quelqu'un qui passe. Encore une fois, la Cour des comptes, c'est aussi des hommes comme nous, formés comme vous, dans de bonnes écoles, qui ont par des concours et qui sont là, qui sont des êtres humains, avec les faiblesses des êtres humains, qui ont écrit des choses contre des gens. Ces gens-là ont le droit aussi à la défense. La présomption d'innocence est un droit inaliénable et imprescriptible. Donc forcément, mais laissons quand même. Lorsque maintenant ces soupçons-là s'avéreront, la seconde étape, c'est d'en tirer toutes les conséquences. Mais d'abord, que ces soupçons-là soient avérés. Il faut quand même laisser le débat. C'est devant la justice que ça doit être réglé, je crois. Puisque la Cour des comptes dit qu'il faut ouvrir des informations judiciaires. Vous savez, c'est ça à la justice, c'est devant la justice que ça se règle en définitive, mais c'est le débat se gagne aussi sur l'opinion. Parce que c'est l'opinion qui est aujourd'hui traversée. Vous avez entendu, on a parlé de carnage financier. Où est-ce qu'on peut, dans une affaire qui concerne 1000 milliards, et ces 6 milliards qui sont en doute, encore que c'est le doute, ces 6 milliards, et déjà on parlait de carnage financier. Avant la bataille judiciaire, il faut d'abord gagner la bataille de l'opinion pour expliquer aux populations. Parce qu'en définitive, tout le monde se met sur la bataille d'opinion, finalement, où est la justice? Puisque tout à l'heure, on parlait des opposants qui doivent répondre à la justice. Pourquoi ça ne se fait pas à l'égard aussi des gouvernants? Mais Mamoudou, encore une fois, la procédure sera respectée. Mais on ne dira pas aux gouvernants aussi de ne pas s'expliquer. Ce rapport a été mis sur la place publique, des interprétations ont été faites, il faut expliquer. Sur la question du riz, je vous ai bien expliqué. Et là, il n'y a pas eu un argument. Depuis que le ministère du Développement communautaire a publié a rendu compte de sa position, personne n'en a plus reparlé. Le ministère de l'Industrie, on lui reproche d'avoir payé en espèces, directement. Mais aussi, il faut se ressouvenir du contexte.
nous étions en plein Covid et il faut acheter des masques. Parfois, ce sont des artisans. Dans leur boutique, il fallait... Vous avez vu, la France avait des difficultés pour avoir des masques. Les États-Unis avaient des difficultés pour avoir des masques. 100 millions chaque jour pendant oui, une vingtaine de jours, il faut retirer des espèces. Ça, c'est une appréciation de valeur. Mais ce qui est non, le non, plus c'est important, ce que dit la Cour des comptes. Moi, non. Ce n'est pas moi qui m'exprime. mais Mamoudou, je cite la Cour des comptes. 100 millions par jour pendant plus d'une vingtaine de jours. Mais l'essentiel. Mais l'essentiel, dans ce cas d'espèce, même si on peut quand même ergoter sur du oui, quand ça dépasse 100 000 francs, on devait avoir un chèque. Soit. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir est-ce que ces masques ont été produits. Est-ce que l'argent est arrivé à destination? Le ministre dit, et de manière très claire, je détiens toutes les décharges avec moi. Le débat devait être autour des décharges et pas sur autre chose. Il va présenter ça à la justice. Oui, mais là, si la justice le convoque, il répondra. Maintenant, laissons aussi le juge faire. Il ne faut pas qu'on se considère que le juge aussi, on doit lui dicter une conduite. Le juge aussi, il apprécie ce que la Cour des comptes dit, il conforme ce que la Cour des comptes dit avec la réalité et prendra une décision qui est conforme à ses propres convictions. Sur le registre de la gouvernance, l'apparition du livre du journaliste Cheikh Yérim Seck, Macky Sall face à l'histoire, Yérim Seck dit aujourd'hui que la gouvernance du pays par le président Macky Sall est une gouvernance non sobre et non vertueuse pour prendre le contre-pied de ce qu'avait dit le président Macky Sall. C'est la position de Cheikh Yérim Seck dans un état de droit. D'autres Sénégalais disent le contraire et avec des arguments bien précis. Moi, je n'ai pas encore lu le livre, même si je l'ai par devers moi, je n'ai pas encore traversé. Donc, je ne peux pas me prononcer dans le fond du livre. Oui. Mais que Cheikh Yérim dise une position sur la gestion publique, c'est son droit. Gouvernance non sobre, non vertueuse. Mais c'est sa position. C'est sa position qui n'a rien à voir avec la réalité. Je me permettrai, lorsque je l'aurai lu, avec tous les arguments, de pouvoir apporter la réponse nécessaire. Mais pour le moment, je ne l'ai pas lu. Que Cheikh Yérim écrive un livre, nous sommes dans un état où la liberté d'expression est garantie, où la liberté de production aussi est garantie. Il a le mérite d'avoir produit quelque chose. Prenons le temps de voir ce qui est écrit à l'intérieur, d'apporter, et au cours du débat qui sera, si ce débat s'instaure, d'apporter les positions idoines. Différent avec Boubacar Camara. Mais il n'a pas dit que ça. Oui, mais il n'a pas dit que ça. Oui, donc vous avez apparemment lu le livre. Non, je dis par rapport à ce que l'opinion, il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, il a parlé d'autres choses. Mais moi, je ne veux pas. Le moment venu, on en reparlera. Il n'a pas dit que ça. Je constate que on aimerait bien vous entendre. Vous êtes limité à ce qu'il a dit sur notre gouvernance. Oui, parce que j'ai un ministre devant moi. Quand il parle de votre gouvernance. Mais vous avez aussi un politique. Oui, d'accord, mais c'est pour ça que je vous dis. Donc, allons-y. J'ai dit, je suis aussi un débat, un ping-pong d'accusations et de contre-accusations entre lui et les autres. Mais cela ne me concerne pas pour le moment. Je préfère être dans le balcon et suivre. Très bien. Et compter les coups, c'est bien ça. Voilà. Différent avec Boubacar Camara, vous avez eu une passe d'armes, lui qui est de l'opposition avec son parti, Djemgou Tabakh. Vous lui avez servi vraiment la sommation interpellative quand il vous a accusé d'avoir perçu de l'argent, une centaine de millions. Mais vous savez, moi, ce débat, je l'ai clos. Parce que je considère avec un écrivain que vous connaissez très bien d'ailleurs, Aimé Césaire, pour vous tutoyer, parce que c'est aussi votre penchant littéraire. Il dit la vérité scientifique a deux signes, la cohérence et l'efficacité. Moi, au cours d'un débat, il a fait une accusation très grave. J'ai voulu qu'il la répète. Il n'a pas osé. Parce que pédagogiquement, j'ai voulu rendre la sommation publique pour que nul n'en ignore. L'objectif, ce n'était pas de le traîner devant les tribunaux. L'objectif, ce n'était pas de faire de la gymnastique, de faire de la publicité, parce que je crois qu'il est en mal de publicité pour sa candidature annoncée. L'objectif, c'était quoi? Moi, vous dites une chose, je vous fais une sommation, je passe par mon avocat, je donne à mon huissier. Moi, citoyen, c'est ce que je peux faire. Si vous ne cherchez pas à l'avoir, vous connaissez la sommation, vous avez des preuves irréfutables contre un ministre, mais sortez-le. Moi, je l'ai défié publiquement qu'il vienne ici, à ITV, ou bien sur l'autre plateau, qu'il sorte publiquement son dossier. S'il ne peut pas le sortir, c'est parce que c'est un mensonge grotesque. Et moi, je ne suis pas dans la plaisanterie. Je suis un homme politique. Il a dit, mais il n'a qu'à me servir d'une citation directe. Ce sera l'occasion pour moi de venir avec des preuves. Actori incombit probatio. Moi, ce que je voulais, c'est moi-même qui ai décidé de rendre publique la sommation pour que nous n'en ayons. Il connaît l'avocat, il connaît le huissier. Je vous ai envoyé, j'ai envoyé à la presse le contact du huissier, le contact de l'avocat. Ouais. Donc, il n'avait même plus besoin de rendre public ce qu'il a.
Il n'a qu'à sortir. Moi, je n'ai peur de rien. Vous savez, donc il refuserait de prendre la sommation interpellative. Moi, ce que mon huissier me dit, ce que mon avocat me dit, c'est qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec lui. Oui, sauf qu'il a donné lui aussi l'adresse de son avocat. Mais aller récupérer une sommation, c'est très facile. Mais là n'est pas le débat. Oui. Je l'ai sommé. C'est un homme public qui aspire à la plus haute charge du pays. Il n'a qu'à sortir le dossier. C'est tout. Moi, je ne suis pas à m'amuser. Je ne suis pas dans l'avoir. Il ne me connaît pas. Il m'a découvert comme ça. Moi, je ne suis pas dans la recherche effrénée de l'avoir, ni dans des postures. Mais je me bats pour une dignité. Je sais d'où je viens. Lui, il ne sait pas d'où il vient, mais moi, je sais d'où je viens. J'ai dit tantôt que parfois, certains arrivent au pouvoir en passant par les escaliers. D'autres par l'ascenseur. Moi, comme le disent les Wolofs, de mon Burungu, je connais d'où je viens. Je connais ma famille. Je connais mon sang. Je le défie publiquement de venir Mamoudou Ibra Kane devant vous et de le sortir. Sinon, je le considère comme était là la semaine dernière. vulgaire présentin. Il était là la semaine dernière. Ah oui, moi, je ne savais pas. Oui. L'essentiel est que moi, je défie. Je n'ai pas envie d'aller au tribunal. Je n'ai pas envie d'aller au tribunal, de faire des allées-venues, de lui faire une publicité et de se martyriser pour sa candidature. S'il a une preuve, une seule once de preuve contre ma personne, dans ce domaine, il n'a qu'à le sortir. Je le défie publiquement. Affaire classée? À mon niveau, c'est classé. Si d'ailleurs vous ne m'avez pas posé la question, je n'en reparlerai plus. Parce que moi, j'ai d'autres choses beaucoup plus sérieuses que d'avoir affaire à des plaisantins. Bon, certainement, le logement. Le logement, c'est parmi plus sérieux. vos choses sérieuses, Voilà, puisque vous êtes le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Parlons du logement. Abdoulaye Seydou Sow, c'est 100 000 logements sociaux. Quand est-ce que les Sénégalais les verront? Mais les Sénégalais ont commencé à les voir. Bon, je parle des 100 000. Depuis qu'on en parle. Oui, mais vous savez... 100 000. Oui, mais Mamoudou. C'est rond, précis. Oui, mais 100 000 durant 5 ans. Ça aussi, c'est au moins arrivé à 20 000 Bientôt, on va par atteindre an. les 5 oui, mais ans, attendez, depuis qu'on en parle. Nous y sommes. Oui. La première chose, c'est d'abord partir du constat dans lequel nous étions. Nous étions dans quelle situation? Nous étions dans une production de 5 000 unités d'habitation par an. Toute la production. Les promoteurs publics comme les promoteurs privés, nous étions à 5 000. Et unité d'habitation signifie quoi? Logement et parcelles viabilisées. Le président Macky Sall dit non, il nous faut changer totalement de paradigme. Il nous faut arriver à 20 000 par an. C'est ça qui fera les 100 000, les 5 ans. Et 20 000 par an, comment le faire? Le président dit j'ai une option. La première option, c'est que la principale difficulté auxquelles sont confrontés les promoteurs publics et privés, c'est la question de l'aménagement du foncier. Il crée la société d'aménagement du foncier et de la rénovation urbaine. Et de la rénovation urbaine, différer la mise en œuvre, travailler d'abord sur l'aménagement foncier. Deuxième problème auquel les gorgorlous sénégalais sont confrontés, c'est la question de la garantie au niveau des banques. Il dit oui, on met en place le dispositif bancaire tel qu'il est, on le laisse en place, mais à côté, créons le fonds pour l'habitat social pour assurer la garantie. Donc, deux instruments majeurs qui ont été mis en place. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il dit, partons d'abord du secteur privé national. Nous avons à ce jour signé 22 conventions avec des Sénégalais pour une production globale durant les 4 ans à 5 ans de 141 000 logements. Mais quelle est la difficulté que certains promoteurs ont? C'est simplement sur l'accès, la prise de possession de leur foncier. Sur ces questions, c'est un problème d'ordinal sur lesquels nous discutons. Mais à côté, la SAFRU, le président aménage le pôle urbain de Daga-Kholpa. C'est vrai, il y a quelques soucis avec les populations. Nous sommes en train de discuter pour trouver des bonnes plages de convergence. Le principe, et le président nous a donné l'instruction de continuer à discuter avec les populations pour qu'elles comprennent l'enjeu du projet. Il ne s'agit pas de faire du forcing, mais de discuter et d'arriver à des accords majeurs. Et sur cet espace-là, c'est presque aujourd'hui 400 hectares en dehors de l'espace qui est réservé à la SAFRI a commencé, sur laquelle la SAFRI a commencé à faire un travail. Au-delà de ça. Ensuite, il y a d'autres pôles urbains dans le pays qui sont en train de développer. Et l'objectif, c'est d'arriver d'ici 2024, dans les 46 départements, de pouvoir faire quelque chose. C'est dans un an. Oui, mais au moins c'est de démarrer. Concrètement, vous en êtes à combien de logements au moment où nous parlons et il vous en reste combien? Oui, mais la production annuelle de la SNHLM comme de la SICAP n'a pas varié. Les 5 000, nous les avons tous les jours. Il reste maintenant les 15 000. Et sur les 15 000, au moins, nous avons des promoteurs qui ont commencé à sortir leur chantier de terre. À Bambilor, avec la 2CC, à Thiès, à Notre Djobas.
vous aurez l'occasion avec le chef de l'État, c'est un projet de 6 000 et quelques, dont les 700 ont commencé maintenant à sortir des terres. À Kaolack, à Fatick, à Kébémer, avec la SNHLM, dans beaucoup de départements aujourd'hui, nous avons commencé à avoir l'embryon. Maintenant, il faut renforcer la communication sur cela. Et nous avons aussi créé une plateforme, cette plateforme qu'on appelle des acquéreurs. Aujourd'hui, nous sommes presque à 272 000 demandes. Et ces 270 000 Sénégalais qui ont demandé sur la plateforme, nous sommes en train de discuter avec eux pour voir les zones dans lesquelles ils veulent le faire, mais aussi leur capacité financière. Et après, le chef de l'État, voyant la lenteur au niveau des promoteurs sénégalais, dit oui, c'est très bien. Nous avons il y a des lenteurs. Oui, il y a des lenteurs. Vous êtes loin de votre objectif de 100 000 logements. Non, ce n'est pas 100 000 logements. C'est 20 000 logements par an. Cet objectif-là, nous pourrons l'atteindre très rapidement. Mais sur les 5 ans, on doit atteindre 100 000 et c'est dès 2024. On le décompte à partir de lorsque nous aurons atteint la vitesse de courrier, lorsque toutes les conditions minimales de base sont remplies. Donc l'engagement 2019-2024 ne tient plus. Oui, non, attendez, je vais vous expliquer. Là où vous voulez mener, là, je ne vais pas y entrer. Le deuxième aspect, c'est quand il a compris qu'il y a des lenteurs. Prise de possession, parfois c'est aussi en termes de soutenabilité financière, il y a quelques difficultés par rapport aux promoteurs locaux qui ont quelques difficultés. Ces difficultés-là, certains ont pu les aplanir et sont en train d'avancer. Le moment venu, nous rendrons public tout ce qui est en train de se faire. Le chef de l'État nous dit oui, mais il faut aussi ouvrir les discussions avec l'international. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des partenaires qui viennent de Qatar, des partenaires qui viendront de Dubaï, mais aussi des partenaires qui nous viendront de Londres, avec lesquels, sous les deux, au moins, les conventions sont quasiment signées. Et l'autre, nous sommes en période de finition de nos discussions. Et en ce moment-là, c'est non seulement la production, mais à côté de la production, il y a l'environnement industriel, c'est-à-dire la production de logements sera industrialisée. Au lieu de simplement d'importer, le chef de l'État veut qu'on encourage la création d'industries du logement. Et ça, avec les 3 ou 4 partenaires étrangers que nous pourrons avoir, nous sommes convaincus que nous arriverons à plus de 20 000 logements par an à partir de 2023. Donc en 2024, les Sénégalais ne pourront pas voir les 100 000 logements. Non, mais non, en 2024... Vous ne voulez pas le dire, mais non, je pense que c'est ce qui ressort de vos propos. Non, moi je dis, à partir de 2023, les 20 000 logements seront atteints par an. Ouais. Et à partir de maintenant, on comptera, parce que là, nous sommes prêts maintenant. Vous avez changé, le dispositif, il fallait s'adapter aussi aux réalités. De date de référence. La date de référence, c'était 2019 jusqu'à 2024. Aujourd'hui, maintenant, c'est la date de référence, l'année de référence, c'est 2023. Mamoudou, c'est aussi la volonté. Les bâtiments ne se créent pas ex nihilo. Vous le saviez au départ. Hein. Mais on s'est heurté aussi à des difficultés. La gestion aussi, c'est la gestion des réalités. Il y a un environnement juridique, un environnement légal et réglementaire qu'il fallait mettre en place. Cet environnement a été bien mis en place. Il y a un dispositif financier à travers, j'ai même oublié de le dire, à travers le guichet unique et les exonérations qu'il fallait. C'est tout un processus. Nous sommes quand même dans un état de droit où ce n'est pas par coup de baguette magique qu'on prend les décisions. Donc ces décisions, c'est pour garantir que ce logement, l'explosion que nous voulons au niveau du logement, ne soit pas aussi des portes ouvertes à des contournements de la loi pour que d'autres qui ne sont pas simplement dans le logement puissent y faire d'autres manœuvres. C'est ça qui est le plus important. Mais aujourd'hui, nous sommes au moins sûrs que nous avons garanti les fondements qui vont éclore le projet. Porte ouverte au blanchiment aussi. On sait que le rapport du groupe d'action financière relativement au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a attiré l'attention sur ça en disant que le Sénégal fait partie de la liste grise du blanchiment. Et cela passe le plus souvent par le logement. Mais non, c'est par l'immobilier. Non, c'est au-delà du blanchiment. C'est pour éviter aussi la fuite de nos capitaux de manière pas contrôlée. Donc, il y a des dispositions que l'État doit prendre, mais l'État doit les encadrer. L'État doit surveiller pour que certains ne puissent pas le détourner à d'autres fins. C'est ça. C'est pourquoi c'est pas par un coup de baguette que tout cela sera réglé. C'est pourquoi le processus il est lent. Il a été lent par moment, il a été difficile par moment, mais bientôt c'est la production massive de logements qui sera constatée sur l'ensemble du pays. Et nous avons été accompagnés aussi par les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, la Banque mondiale est engagée à fond dans ce projet. Nous sommes sûrs. Nous ne voulons pas siffler avant l'arrivée du train. Le loyer ressemble à un serpent de mer, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez trouvé la bonne formule?
Oui, mais... Malgré l'existence de la loi, une loi qui n'a pas pu produire ses effets, oui. Il est envisagé même encore une nouvelle loi. Absolument. Vous en êtes où? Oui, mais vous savez, le loyer, c'est dans le commerce du logement. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que dans ce marché-là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et je crois que le président a trouvé la meilleure des réponses, c'est la réponse structurelle à cette question de loyer, c'est la production massive de logements. Pour moi, quelles que soient les lois que nous mettrons en place, quel que soit l'arsenal juridique qui sera mis en place, si l'offre est inférieure à la demande, est largement inférieure à la demande, nous serons sur le terrain en train de nous battre. Il est vrai que le chef de l'État, le gouvernement a pris d'importantes mesures pour trouver les moyens coercitifs de faire appliquer les décisions de l'État. Mais c'est très bien, c'est une réponse conjoncturelle, mais le chef de l'État a une autre réponse structurelle, c'est à travers le projet 100 000 logements, à travers l'encouragement de l'investissement dans le logement. Oui, et le projet de loi sur le loyer? Oui. Vous en êtes où? D'abord, il y aura encore une révision, n'est-ce pas? C'est ce qui est prévu. L'instruction a été donnée au ministre du Commerce qui est dans le processus. Ça peut être une loi. Le ministère du Commerce est dans l'appréciation des choses. Ça peut être une loi, ça peut être demain un acte réglementaire. Il y a déjà une loi. Oui, mais ça peut être demain un acte réglementaire. Le ministère du Commerce est en train de voir avec les acteurs quelle est la meilleure formule pour la proposer à l'État. Et l'État validera par la plus haute de ses autorités, le chef de l'État. Terminons par le sport. Vous avez cette casquette-là en tant que membre, vice-président plus précisément de la Fédération sénégalaise de football. Les Lions ont vécu la Coupe du Monde au Qatar avec un objectif non atteint. On a été éliminé en 8e de finale alors que l'objectif était la demi-finale. L'objectif était d'arriver en quart de finale. Oui, de dépasser. Ouais, d'arriver au moins en quart. Nous étions déjà en quart de finale. Au moins en quart de finale. Nous étions déjà en quart de finale. Mais Mamoudou, objectif non atteint. Est-ce qu'il y a une évaluation aujourd'hui? Qu'est-ce que dit la Fédération sénégalaise de football de la participation du Sénégal? On ne va pas aussi cracher sur la 10e place mondiale. Aujourd'hui, il y avait 32 pays. Et sur les 32, nous sommes à la 10e place. Donc forcément, ce n'est pas un mauvais résultat. Le Maroc qui devance maintenant quand même le Sénégal dans le classement. Nous avions aussi devancé durant 4 ans, 5 ans le Maroc dans le classement mondial. Donc ça, c'est des aléas de la compétition. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, pour la 2e fois, se qualifie à une Coupe du Monde. C'est quand même une très bonne chose. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire ne sont pas qualifiés, sont de grands pays de football. La 3e fois, disons. 2e fois consécutive. Voilà. 3e fois. Après 2002, 2018, 2e fois 2022. consécutive et 3e fois. Ouais. Si je ne m'abuse. Oui. Donc c'est une bonne performance. Après être sorti victorieux de la Coupe du Monde. Donc le Sénégal n'a pas à pleurer de ces résultats. Ces résultats-là sont bons, sont bien appréciés. Malgré l'absence de celui qui était le métronome de notre jeu, Sadio Mané. C'est vrai que vous me direz que la France a perdu aussi Benzema a perdu aussi 7 autres joueurs. Ils ont joué la finale. Ils ont failli remporter le trophée. C'est ça l'Argentine. C'est ça aussi le charme. Vous avez donné la bonne réponse. C'est pour ça que je dis, éliminé en 8e de finale, ce n'est pas une performance pour le Sénégal. On est bien d'accord, Abdoulaye Seydou Sow? Non, moi je considère que nous avons eu de bons résultats. Mais nous pouvons faire mieux. C'est comme un élève en classe qui a 8 sur 10. On dit, oui, il est bon, mais en fonction de son potentiel, il pouvait faire mieux. Il y a des élèves, s'ils ont 7, on leur dit, mais 7, c'est très bon pour eux, parce qu'on connaît leur potentiel. Le potentiel du Sénégal peut dépasser cette place de 8e de finale. J'en conviens avec vous. Maintenant, il reste à ce que les principales parties prenantes de cette compétition fassent l'évaluation exhaustive de tout ce qui s'est passé au Qatar. Il faut qu'au Sénégal, quand ça, le comité exécutif a engagé ce processus. Il y a eu une réunion de première évaluation. Certainement, il s'en suivra d'autres évaluations. Oui. Avec le ministère aussi, il n'y a pas que l'évaluation financière. Il y a l'évaluation technique, l'évaluation administrative, l'évaluation médicale. Il y a tous les volets qui concourent à la performance qui doit être évaluée. Et le moment venu, la fédération donnera sa position sur l'évaluation parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au mois de mars, nous reprenons la compétition. Et nous reprenons la compétition pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique aura lieu au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Oui. C'est un enjeu crucial parce qu'il n'est pas acceptable que le Sénégal ne puisse pas faire bonne figure au niveau de cette Coupe d'Afrique. Oui, quelles sont les perspectives pour le sélectionneur? Le président de la fédération, Augustin Senghor, a dit que Aliou Cissé va poursuivre. C'est acté, c'est officiel. Non, moi je ne peux pas le dire parce que moi je considère que nous sommes... Moi je n'ai pas participé à la dernière réunion du comité exécutif. Je pense que j'aurai l'occasion de participer à une autre réunion. Je n'ai pas suivi
le président Senghor dans ses déclarations, je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous avons un comité exécutif responsable qui va apprécier l'ensemble des rapports, qui va faire une évaluation et qui soumettra ses conclusions au ministère des Sports. Les propos du président n'engagent que lui? Non, vous savez, entre le président et moi, tout le monde sait qu'il y a une concertation permanente. Nous nous soutenons mutuellement. Donc, je ne suis pas du genre à remettre en cause des propos de quelqu'un tenu dans une conférence, sur un plateau de télévision. Maintenant, j'estime que nous avons toujours travaillé en bonne intelligence au sein du comité exécutif à travers une évaluation exhaustive. Moi, je peux rester dans le rationnel. Êtes-vous favorable à ce que Aliou Cissé continue son aventure avec les Lions? Oui, comme mais sélectionneur. vous savez, moi j'ai toujours soutenu Aliou Cissé. Il a fait un travail remarquable. Ça, rien n'a changé aujourd'hui? Oui, ma conviction c'est que Aliou Cissé a fait un excellent travail. Aliou Cissé nous a produit de bons résultats. Il a été à l'origine de grandes satisfactions pour ce pays. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'évaluation que nous devrons faire de manière responsable au sein du comité exécutif. Si le comité exécutif estime que véritablement Aliou Cissé doit continuer et que son contrat, comme le contrat le lui permet, mais il n'y a aucun problème. Et qui court jusqu'en 2024 en principe. Donc si maintenant le comité exécutif estime le contraire, mais il l'argumentera. Moi je réserve ma réponse à la réunion du comité exécutif. Rien n'est décidé sur le cas Aliou Cissé. Je ne suis pas au courant d'une décision. Je ne suis pas au courant d'une décision formelle du comité exécutif sur la question. Je sais par contre que son contrat court jusqu'en 2024. Hervé Renard, on parle toujours de lui, même en pleine Coupe du Monde. Bon, le nom est encore revenu dernièrement après cette campagne au mondial qatarien. Le président Djiboka disait que notre pays est un pays rimorivore. Oui. Et je crois que Djiboka aujourd'hui dans sa tombe va encore bouger parce qu'au fond, ce sont que des rumeurs. À ce niveau, moi en tout cas, je ne suis pas au courant de contact ou de quoi que ce soit avec lui. Merci Abdoulaye Seydou Sow d'être venu et revenu au jury du dimanche. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Vous êtes maire de Kaffrine, également membre de la Fédération sénégalaise de football en qualité de vice-président. Jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la réalisation Babacar Ndiaye, prise de son Iba Marsen. Pour Imedia.sn, au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux Fatima Taba, Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.